Avant d'écouter votre épisode, je me permets de vous parler de quelque chose. En septembre, je lance officiellement mon studio créatif pour aider les indépendants et les entreprises à créer leur contenu et plus précisément leur podcast. En ce sens, si ce projet est dans un coin de votre tête, j'aurai besoin de 5 minutes de votre temps pour répondre à mon enquête qui se trouve dans les notes de l'épisode. Merci infiniment par avance. Bonjour et bienvenue sur Histoire de Dubaï, le podcast qui a pour objectif de lever les clichés qui circulent sur la cité-État. Si le podcast vous plaît, je n'aurai qu'une toute petite demande à vous faire. Mettez un commentaire et 5 étoiles sur l'appli de podcast avec laquelle vous m'écoutez. Un petit geste qui est énorme pour moi. Bonjour Justine. Bonjour. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui, chez moi, pour parler d'un sujet que je n'ai jamais abordé sur le podcast, un métier que je n'ai jamais abordé et pour être honnête avec toi, que je ne connais pas. Par contre, comme je te disais en off, on m'a beaucoup demandé ton interview. Voilà, ça intéresse beaucoup. Donc, je trouve ça hyper chouette parce que c'est un métier que je connaissais pas. Tout d'abord, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ? Oui, donc je m'appelle Justine Vidot et mon métier c'est d'être psychomotricienne. Donc je sais que c'est un métier qui interroge beaucoup, questionne, mais je suis quand même super surprise de savoir que tu as eu des demandes pour cette interview-là. Mais bon, je vais en parler avec plaisir, c'est un métier passion pour moi, donc je vais essayer de partager ça. C'est génial. Déjà, il y a combien de temps et dans quel contexte tu es arrivée à Dubaï ? Alors, je suis arrivée il y a bientôt 4 ans. Ça fera 4 ans en septembre que je suis arrivée à Dubaï. Et je suis arrivée un peu par hasard. Okay. C'est en tout cas ce que je dis dès qu'on me demande. C'était pas un souhait pour moi de m'expatrier à Dubaï. Mais voilà, au fur et à mesure des recherches que j'ai fait, des offres d'emploi. Tu vivais en France ? Oui. Ah, d'accord. Je vivais en fait dans le sud de la France, à côté de Toulon, depuis 4 ans. J'y étais bien, mais j'avais envie de quitter mon poste. J'avais un poste en CDI depuis 3 ans et j'avais envie de partir à l'étranger. Donc, je pensais plutôt au Dom-Tom. Ok. C'était un choix aussi partagé par mon compagnon. Ouais. Je ne suis pas venue toute seule. Et en fait, j'ai répondu à une annonce à Dubaï. On m'a proposé un poste. Je me suis dit que j'allais venir pour 1 an. Ouais, c'est pour souvent ce l'expérience. qu'on se dit quand on part en expat, on se dit 1 ou 2 ans. Et puis, oui. Et puis voilà, après ça fait 4 ans. Et j'étais jamais venue à Dubaï avant, donc je suis vraiment arrivée. J'avais juste vu sur Google Maps. Oh, c'est risqué. Ouais. J'étais, je crois même jamais partie d'Europe. J'avais juste fait un voyage au Maroc, mais d'accord. Sinon jamais de grand voyage pour moi. Et voilà, je suis arrivée à Dubaï comme ça il y a 4 ans. Donc c'est toi qui as eu l'opportunité et ton mari qui a suivi. C'est enfin, ça. Ou ton compagnon, pardon. Oui, exactement. C'est moi qui ai eu du coup, une offre d'emploi dans une clinique franco-libanaise dans laquelle je suis restée 3 ans. Et lui, en fait, a fait ses recherches pendant 6 mois. Ça a été assez long pour lui. Ça a été plus compliqué. Mais voilà, et maintenant, il est bien installé. Il est bien aussi à Dubaï. C'est souvent dur pour le conjoint suiveur, en particulier quand c'est un homme. Enfin, non, c'est très dur pour les femmes aussi. Mais je sais que, voilà, les hommes aussi, ils en prennent peut-être un coup. C'est compliqué de suivre sa femme. Enfin, c'est quand même assez... ils peuvent... Oui. Il y a eu plusieurs moments de doute. Après... on a toujours eu l'impression d'avoir fait le bon choix en venant ici, mais c'est vrai qu'il a pas mal galéré et maintenant la tendance s'inverse un peu parce que c'est lui qui a un métier très prenant et du coup c'est moi qui patiente à la maison, qui rentre le soir. Et toi, en France, tu faisais le même métier du coup ? Oui, j'étais psychomotricienne au début. Donc quand j'ai été diplômée, j'ai fait plusieurs remplacements. Avec des enfants qui étaient porteurs d'un handicap moteur, après une déficience intellectuelle, de l'autisme. Et ensuite, le poste dans lequel je suis restée le plus longtemps, où j'ai eu un CDI, c'était un poste dans un hôpital de jour pour enfants obèses. Mmh. Et du coup, là où j'ai énormément travaillé sur l'appropriation du corps, la conscience des émotions, l'image de soi, aussi le regard des autres.
Donc c'était très intéressant, mais au bout de 3 ans, en fait, j'avais envie de faire autre chose. J'ai commencé à chercher dans la région toulonnaise, mais c'était très bouché. Et puis on s'est dit, on est jeunes, on n'a pas d'enfants. Est-ce que ce serait pas le bon moment pour partir? Et c'est comme ça qu'on est venu ici. Ouais. Et parce que là, tu nous parles du métier, mais c'est vrai que c'est un peu abstrait pour ceux qui ne connaissent pas. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier, tout simplement, et comment tu l'as découvert, comment tu t'es pris de passion, puisque tu nous disais que c'était un métier passion? Oui. J'ai découvert ça quand j'étais au lycée. J'étais très attirée par tous les métiers paramédicaux, mais j'avais une seule crainte, c'était d'aller en médecine. Donc, je voulais vraiment pas aller en médecine. Du coup, j'avais trouvé cette formation de psychomotricienne. J'avais aussi fait la rencontre d'une psychomotricienne en libéral et je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire. Après, j'ai pas eu trop de chance dans le sens où à Bordeaux, on était obligé de passer par l'année de médecine pour faire la formation de psychomotricien. Donc finalement, j'y suis quand même allée. Mais bon, c'est passé. Donc j'ai fait 1 an de justement cette première année préparatoire au concours de santé. Ensuite, 3 ans de psychomotricité. Et c'est là où j'ai appris mon métier qui est vraiment en fait à la rencontre de tout ce qui est fonction corporelle, fonction motrice. Et aussi plutôt des fonctions émotionnelles, tout ce qui est en lien avec la sociabilité, la relation aux autres. En fait, on est vraiment à la rencontre de ces 2 sphères, mais qui sont très importantes et qu'il est très intéressant de travailler ensemble. Donc, je rééduque à la fois les fonctions motrices, tout ce qui est motricité fine, motricité globale, comme les coordinations, l'équilibre. Du côté de la motricité fine, c'est plutôt, par exemple, des choses très simples comme découper avec des ciseaux, écrire. Et puis, il y a tout l'aspect aussi émotionnel qui, en fait, vient beaucoup jouer sur toutes ces fonctions-là, puisque on a besoin d'être bien dans sa peau, bien dans sa tête pour mieux gérer son corps. Ouais. Donc, c'est comme ça que j'aide aussi des enfants à gérer leur agitation, leur anxiété, certains troubles comme des difficultés à s'endormir, des hypersensibilités émotionnelles. D'accord. Donc voilà, c'est assez varié, c'est très riche, mais je me sens bien dans ça aussi. Et quand tu es arrivée à Dubaï, quelles ont été un peu, alors s'il y en a, des différences que tu as pu observer avec tes clients qui étaient basés en France, et comment tu as dû peut-être adapter un peu ton métier au marché d'ici, Dubaïote? Est-ce qu'il y a des différences en fait, tout simplement? Alors il y en a, mais en fait moi je travaille beaucoup avec les écoles francophones, françaises, franco-libanaises, les écoles suisses de Dubaï. Donc, j'ai quand même beaucoup de patients qui sont francophones, dont les parents sont nés en France. Il y a aussi une grosse population libanaise qui est francophone et qui font partie de ma patientèle. Donc, en termes d'exercice de la psychomotricité, ce que je fais pendant mes séances avec les enfants, il y a peu de différences. Après, c'est vrai que j'ai dû me mettre à l'anglais. Tu parlais pas anglais trop avant d'arriver ici, ouais. Je savais me débrouiller en voyage, mais ça n'a rien à voir avec écrire des comptes rendus en anglais, participer à des réunions, des équipes pluridisciplinaires avec des médecins qui parlent que anglais. Donc au début, j'ai dû beaucoup travailler sur ça. J'ai été aidée, mais j'ai dû quand même me faire un peu violence. Et je suis contente parce que maintenant, je suis vraiment bilingue dans mon métier. Donc je pense que c'est la plus grosse adaptation que j'ai dû faire. D'accord. Est-ce que le métier de psychomotricien, il est uniquement destiné aux enfants, ou est-ce que des adultes peuvent finalement pas avoir besoin de quelqu'un qui les aide Alors la psychomotricité, on en a besoin à tous les âges de la vie. D'accord. C'est un peu une idée reçue alors que les enfants... Oui. Besoin, parce que c'est vrai que moi, dans mon imaginaire, c'était uniquement les enfants. Non, ça peut être les personnes âgées, les adultes. Après, moi, je suis quand même spécialisée avec les enfants. D'accord. À Dubaï, j'ai eu 2 patients adultes, mais c'est vraiment un peu anecdotique et en général, c'est pas la grande patientèle que j'ai. Même pour mes autres collègues psychomotriciennes qui travaillent ici, on travaille quand même surtout avec des enfants. Les expatriés qui viennent sont quand même des personnes jeunes. Et je pense notamment à tout l'accompagnement des personnes âgées qui est fait en psychomotricité, des personnes avec des troubles Alzheimer. En général, ces personnes-là sont plutôt
en France pour les personnes francophones. Après, je pense qu'il serait intéressant de développer ça peut-être dans les structures médicalisées de Dubaï, mais moi je me vois pas en tout cas le faire. C'est pas ma spécialité du tout. D'accord. Et comment, ça c'est une grande question parce que je me mets à la place, moi j'ai une petite fille de 2 ans, comment on détecte les troubles psychomoteurs et comment après, une fois qu'on les a détectés, on peut les prévenir et les guérir? Alors en général, la détection, elle se fait soit par les parents, soit par les professionnels de crèche, les professionnels de l'école, qui arrivent en fait parce qu'ils ont une grande connaissance des enfants du même âge, parce qu'ils ont une classe ou parce qu'ils peuvent comparer comme les pédiatres aussi. C'est eux qui arrivent à dire il y a un décalage entre ce que votre enfant sait faire et ce qu'il devrait savoir faire au niveau psychomoteur à cet âge-là. Donc en général, voilà, c'est aussi des parents en comparant avec soit des frères et sœurs, même si on dit qu'il ne faut pas comparer, on compare quand même toujours, ou en comparant avec d'autres enfants de la même classe d'âge qui en fait se rendent compte qu'il y a quand même un décalage entre ce que l'enfant sait faire avec son corps et ce qui est normalement attendu à son âge. Donc en général, c'est la première détection qui est faite et ce pourquoi on vient ensuite me rencontrer. D'accord. Et ouais, je me dis, là, par exemple, c'est un peu le test aussi des 2 ans fait par les pédiatres. C'est des choses comme ça. Exactement. Moi, là, à 2 ans, il y a un test, je ne savais pas, je viens de découvrir. D'ailleurs, on va passer le test bientôt, j'ai peur. Ça va. Et pour justement ça. Et une fois, du coup, qu'on a détecté, enfin, ça va se matérialiser comment? Par exemple, voilà, des enfants qui font pas des bons gestes, qui... C'est quoi, par exemple, en fait, qui peut mettre la puce à l'oreille? Qui, par exemple, ne sont pas intéressés par tout ce qui est lié à la motricité fine. Les enfants qui n'aiment pas trop se poser à la table pour jouer avec de la pâte à modeler, qui ne sont pas intéressés par les ciseaux, ni par l'écriture très basique. Hein, le fait de prendre des crayons et de tracer des choses sur une feuille ou même sur les murs. Là, les enfants, ça ne les intéresse pas du tout. Du coup, c'est vrai que ça peut être un signe de retard en se disant... mais pourquoi il évite autant ça? Pourquoi c'est aussi dur pour lui? Après, il y a toutes les difficultés plutôt de coordination et d'équilibre où on se rend compte que son enfant n'est pas forcément à l'aise avec son corps, comme s'il arrivait pas trop à le maîtriser pour faire certains mouvements, par exemple dans les playgrounds, monter sur le toboggan, que soit il y a une très grande peur ou n'aime pas du tout être balancé. Donc voilà, ça peut être des repères chez des enfants très jeunes. Après, il y a quand même une marge d'erreur qui est acceptable. Du coup, ça rentre aussi en ligne de compte. On sait que chez les enfants jeunes, chacun a leur centre d'intérêt, chacun ont des qualités, des prédispositions à être plus à l'aise dans certaines activités que dans d'autres. Mais il faut quand même prendre attention au fait qu'un enfant ne néglige pas trop certaines de ses compétences pour qu'il puisse quand même les développer et passer par tous les stades, toutes les étapes de son développement. D'accord. Et toi, du coup, ton rôle, une fois que vous avez détecté du coup ces troubles, comment tu agis? Alors moi, je travaille avec des jeux. Okay. Donc, dans ma salle, il y a des jeux pour la motricité globale. Il y a justement des gros modules en mousse sur lesquels on grimpe, des escaliers. Il y a une petite échelle, un petit toboggan. Donc ça, c'est les choses qui permettent de travailler justement ces fonctions de coordination des différentes parties du corps. Et après, j'ai beaucoup d'activités liées à la motricité fine, énormément de choses autour du dessin, de l'écriture, beaucoup de jeux de motricité fine, des jeux de construction, d'encastrement. J'ai aussi plein de choses sensorielles, parce que les enfants adorent jouer avec le sable, avec l'eau, faire des transvasements, prendre avec des petites pinces, des jouets qui sont cachés dans le sable. Voilà, tout ça, c'est très ludique en fait, puisque... D'accord. Je ne veux pas qu'un enfant ait l'impression d'avoir un problème en venant me voir. Je ne veux pas qu'il ait l'impression que je sois un docteur. Donc, pour moi, c'est important de s'amuser. Et je pense qu'aussi, quand il y a cette dimension plaisir, partage, qu'on joue ensemble, qu'on invente une histoire, je pense que l'enfant se sent à l'aise et c'est là qu'il vient développer toutes ses capacités puisque il s'amuse, en fait. Donc, il prend du plaisir. Donc, il a envie d'explorer encore plus ses compétences. D'accord. Et les bienfaits, tu dirais, de faire appel à un psychomotricien ou une psychomotricienne? Alors, le but ultime de la psychomotricité, s'il y en a un, c'est d'être bien dans son corps, en fait.
de se sentir à l'aise dans ses mouvements, d'avoir confiance en soi. Voilà. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier ? Qu'est-ce qui te tient à cœur dans ton métier ? Alors, ce que j'aime, c'est la rencontre. J'aime discuter avec les enfants, même si ça paraît bête, mais ouais, j'aime vraiment ça. J'ai l'impression de faire partie un petit peu de leur développement, de leur évolution. Et pour moi, ça m'apporte une grande satisfaction de voir un enfant prendre confiance en lui, de s'ouvrir, de s'affirmer et d'être plus à l'aise dans son corps. Pour moi, c'est vraiment ce que j'aime dans mon métier. Et aussi toute la créativité, le fait de devoir rechercher des nouveaux jeux, ce qui, du coup, a un budget, puisqu'il y a toujours des nouvelles choses, mais ça aussi, ça fait partie, en fait, de mon plaisir, c'est de créer, d'inventer, d'avoir de nouvelles idées. D'accord. C'est un petit peu loin, mais un petit peu connecté aussi. Et puis toi, tu as essentiellement une patientèle française ou francophone, donc tu ne dois pas vraiment t'en rendre compte. Mais l'autre jour, j'ai interviewé pour une chronique radio que je fais à côté une dame qui a créé une école Montessori pour les enfants à besoins spécifiques, et elle me disait qu'aujourd'hui il y avait peu d'établissements à Dubaï pour prendre en charge en fait ce type d'enfants, et que aussi, c'est assez horrible, mais que les familles locales avaient tendance à avoir un peu honte de leurs enfants qui n'étaient pas forcément dans la norme et un peu les cacher. Toi, avec ton expérience, est-ce que tu as quelque chose à nous dire par rapport à ça ? Est-ce que tu remarques des choses dans ton métier ou non ? Alors, au niveau du choix et de la disponibilité des soins à Dubaï, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choix. Et si je compare avec la France, puisque c'est là où j'habitais avant, je pense même qu'on a plus de choix. Si on a un enfant, par exemple, qui a une déficience intellectuelle en France, on va devoir remplir un dossier et on va être affecté à une structure, on va être redirigé et notre enfant va ensuite devoir être accepté. Ici, le fait que tout soit privé, en fait, on peut aller où on veut et choisir le professionnel qu'on veut. Donc, d'un côté, ça a une certaine liberté, mais en même temps, c'est aussi difficile parce que ça veut dire que c'est les parents qui doivent faire ce choix-là et je pense que ce n'est vraiment pas facile. Et du coup, il y a toute la place du déni qui est présent pour certaines familles, qui est quelque chose de normal. C'est pas quelque chose qui est mauvais, un déni. C'est juste qu'en tant que parent, c'est difficile d'admettre et de réaliser que son enfant peut avoir des difficultés dans un domaine ou une pathologie. Donc, ce déni est la période, justement, il y a certains jeunes enfants qui tardent à avoir accès aux soins parce que, justement, les parents ont du mal à se tourner vers les personnes qui peuvent les aider et aussi ont une méconnaissance. Enfin, je pense que si on n'a jamais entendu parler d'un pédopsychiatre, c'est jamais facile de savoir vers qui je vais prendre rendez-vous, qui je vais voir. Et puis on peut se tromper aussi, il y a des professionnels, comme ici, il y a beaucoup de professionnels, mais il y a beaucoup de professionnels qui ne sont pas de la même culture que nous et n'ont pas aussi les mêmes formations. Alors même si au niveau médical, il y a quand même une formation assez universelle, mais dans l'approche des parents, la communication, des fois, ils n'ont pas les mêmes méthodes. Et donc il y a des parents qui se sentent un peu perdus quand ils vont voir un professionnel qui, justement, niveau culturellement, il n'y a pas la même connexion, en fait. D'accord. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, ça répond à ma question. Si, complètement. Si, ouais, c'est bien sûr. Et toi, juste pour s'imaginer une séance type, comment ça se passe ? Tu me disais tout à l'heure que tu te déplaces chez les gens. Tu n'as pas un cabinet en propre ou... Alors, je travaille dans 2 cliniques. Ok. Je travaille dans une clinique qui est à Jumeirah, qui s'appelle Bedaya Polyclinique. Et je travaille aussi à la French Clinic, qui est à Dubai Healthcare City. Et j'ai l'une des 2 cliniques qui a une licence de home care, donc où justement pour certains de mes patients, je peux me déplacer à la maison. Ça, c'est vraiment réservé à une seule journée. Et sinon, l'expérience du home care, je l'ai vraiment commencé pendant le Covid, puisque là, justement, tous les professionnels de santé de Dubaï, du secteur paramédical en tout cas, on avait tous le droit d'aller à la maison, puisque nos patients n'avaient pas le droit de se déplacer. D'accord. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire des visites. J'ai gardé une journée par semaine cette année. Je pense que par contre je vais l'arrêter parce que c'est pas facile de se déplacer à Dubaï toujours. Mais voilà, non, je travaille bien dans 2 cliniques puisque c'est pas possible de travailler en tant qu'indépendant et freelance
dans le secteur médical. D'accord. C'est au niveau de la législation du pays, on doit être rattaché à une clinique. Et après, c'est la clinique qui, elle, doit faire une demande pour qu'un professionnel puisse se déplacer. D'accord, c'est intéressant. Et pendant le Covid, comment ça s'est passé? Du coup, tu as arrêté de travailler, ou c'était des séances via Zoom? Alors, j'ai fait un peu de Zoom, ouais. Parce que j'avais certaines familles avec des personnes fragiles d'un point de vue santé, donc ils ne voulaient pas forcément m'accueillir chez eux. Mais sinon, moi, par exemple, je n'ai pas vécu de confinement à rester dans mon appartement 1 mois et demi comme tout le monde. Moi, je sortais tous les jours pour aller voir mes patients et pour faire les... C'est une chance quand même. Même si c'était un peu la panique. Ouais, oui, c'était peut-être un peu la panique. Mais bon, c'était dur le confinement. Ouais, je pense que c'était une chance parce que je voyais avec mon compagnon qui, lui, est resté à la maison et qui s'ennuyait, quoi. Au bout d'un moment, c'était difficile. Non, moi, alors j'allais dehors sur les routes, il n'y avait personne. C'était génial, plus aucun trafic. Je pouvais faire business BGBR en 10 minutes. Donc, ça avait des avantages. Et je pense que ce que j'ai le plus aimé à ce moment-là, c'est que quand j'allais chez les gens, les enfants, ils étaient émerveillés de me voir. J'avais l'impression d'être très privilégiée, d'aller chez eux, d'apporter un peu une bouffée d'air frais. J'ai fait plein de séances, en fait, avec les frères et sœurs pendant cette période-là aussi, puisque je voyais que eux aussi avaient besoin de faire autre chose, d'avoir un adulte qui vient avec des jeux différents, une idée... vouloir un peu les rassembler, jouer tous ensemble. Je pense que ça leur a fait du bien, moi aussi, du coup. Mais voilà, ça remplace quand même pas l'exercice qu'on peut avoir dans la clinique et tout le matériel aussi que j'ai, puisqu'il y a une grande partie de mon matériel, comme quand je te disais, la balançoire, la petite échelle pour grimper, tout ça, je peux pas l'amener lorsque je me déplace. Donc, pour certains enfants, c'est quand même plus important de venir à la clinique. Oui, bien sûr. C'est un petit peu décousu l'interview, mais parce que j'y pense et c'est une question qui est hyper importante. Ces enfants qui ont des troubles et même des adultes, est-ce qu'il y a des éléments déclencheurs psy ou physiques? Enfin, d'où ça vient? Est-ce que c'est expliquer ça? Est-ce qu'on sait? Alors, c'est assez multifactoriel. Par exemple, il y a des troubles bien connus que j'ai dans ma population de patients, comme des troubles autistiques ou des troubles de l'attention. Voilà, c'est des choses... Il n'y a pas vraiment une cause, ou en tout cas, elle n'a pas été identifiée. On tend à penser que c'est quelque chose de multifactoriel, qu'il y a quelque chose au niveau neuronal qui se passe, même si on n'a pas encore identifié. Quelque chose peut-être au niveau génétique aussi, où des enfants auraient en fait une prédisposition à être un peu plus sensibles que les autres. Après, je pense qu'il y a aussi une partie, ça c'est plutôt pour les troubles ou les retards au niveau de la motricité fine ou de la motricité globale, c'est peut-être un manque de stimulation. Je pense qu'il y a certains enfants qui, pour une raison ou une autre, à un moment en fait de leur enfance, n'ont pas été peut-être suffisamment stimulés. Et du coup, leur entrée à l'école, c'est en général à ce moment-là qu'il y a un retard, un petit décalage. Après, c'est des fois l'enfant qui évite, lui-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, les enfants qui détestent venir s'asseoir à la table, même jouer à la pâte à modeler, ou faire des activités un peu d'écriture, de graphisme. Il y en a qui détestent ça, donc ça peut être un manque de stimulation. Et pour tout ce qui est un peu trouble du sommeil, trouble anxieux, il y a une part psychologique, c'est sûr. Et de toute façon, tout ce qui est émotionnel, social et psychologique vient affecter nos fonctions motrices. Ça peut être, par exemple, j'ai eu le cas, notamment pendant le confinement, des enfants qui dormaient moins bien, qui avaient beaucoup de mal à s'endormir, puisque le fait qu'il y ait un virus, je pense que ça réveille chez certains enfants des questionnements sur la maladie, la mort. Donc, des choses qui se sont manifestées par eux, une grande sensibilité à la lumière ou au bruit, qui n'avaient plus du tout à s'endormir. Donc, du coup, j'ai aidé un petit peu à ce moment-là. Donc, il y a vraiment plein de causes, plein d'origines au retard, aux troubles psychomoteurs, et c'est difficile de les identifier parfois. On peut faire des hypothèses, mais on n'est jamais sûr à 100% de quelle est l'origine. En tout cas, pour l'instant, je pense qu'ensuite, peut-être nos évolutions au niveau médical nous aideront, mais le cerveau, pour l'instant, on ne le comprend pas à 100%. Ouais, et on a des stats sur ces enfants, par exemple, je ne sais pas, 10% d'enfants ont des troubles ou non? Alors, c'est vrai que c'est difficile de faire des stats en fait à Dubaï. À Dubaï, c'est compliqué. Oui, parce que comme c'est une population qui change très souvent. Oui, c'est vrai. Et c'est quelqu'un qui me l'a demandé récemment, une personne qui travaille
du coup, avec la mairie de Paris en France, une psychologue qui me disait, mais c'est quoi votre pourcentage d'enfants autistes à Dubaï, par exemple? Je lui dis, il n'y en a pas. Oui, parce qu'il y a la population change très souvent. Tout le temps. Après, il y en a certains qui ont accès justement à du soin classique, où sûrement peut-être les assurances doivent faire leurs stats, mais il y a aussi plein d'enfants qui sont à Dubaï où les familles n'ont pas les moyens d'avoir un suivi, donc ça veut dire que ces enfants-là ne rentrent sûrement pas dans les stats. Et tout à l'heure, ça m'a fait un peu tilt, quand tu m'as dit ça. Tu me disais qu'il y avait aussi des enfants qui avaient des troubles par manque de stimulation. Ça, je pense, t'as pas de stade, donc c'est un peu... c'est pas grave, mais... Enfin, du coup... C'est vraiment une crainte, mais moi, que j'ai en tant que maman, et pour l'avoir partagé avec beaucoup de parents, les nounous ici stimulent moins les enfants qu'en France, en fait. En France, quand tu es chez une nounou, voilà, c'est beaucoup, déjà, c'est la même langue, c'est beaucoup d'éveil, beaucoup de jeux. Et c'est vrai qu'ici, je veux pas généraliser, mais quand même, les nounous vont peut-être moins stimuler les enfants, et donc peut-être qu'ici, il y a moins de... du coup, il y a plus de cas, d'enfants qui sont un peu sous-stimulés. Sous-stimulés, peut-être. Peut-être. Après, je crois qu'il y en a aussi en France. Je pense qu'il y a peut-être une méconnaissance du type d'activité qu'on peut faire avec les enfants. Ici, et peut-être que certains ont tendance à penser qu'un enfant va se développer tout seul et choisir exactement. ses jeux. Moi, je sais que tous les jours, avec ma nounou, je lui dis, voilà, essaie d'apprendre les couleurs, les chiffres, les machins, les trucs. Parce que sinon, on va les laisser jouer d'une façon très bienveillante. Mais il y a moins de codes, en fait, comme tu dis, de programmes, de choses comme ça, Et puis, dans certaines familles, je sais que les nounous, elles gèrent peut-être 3 enfants et aussi la cuisine et aussi le ménage. Exactement. Et en effet, peut-être qu'elles vont pas faire une activité de découpage et de pâte à modeler. Exactement. Si en tout cas, en plus, on leur demande pas, je pense que pour elles, c'est difficile d'y penser. Et ce qui les inquiète, il y a beaucoup de nannies avec qui j'ai parlé, c'est que l'enfant se sente bien, qu'il ait bien mangé, qu'il ait bien dormi, et tout ce qui est un peu stimulation, jeu, ça passe un peu après. Exactement. ouais. Mais c'est aussi culturellement. Enfin, on vient pas du même pays. Elles étaient pas stimulées de la même façon. Certaines ne sont pas allées à l'école, donc ouais. Mais ça se rattrape facilement, ces retards que tu constates. En général, quand c'est un manque de stimulation, ça se rattrape quand même assez tôt, puisque ici, on a quand même accès aux nurseries. L'enfant ensuite va à l'école assez tôt. Donc, des fois, ils ont besoin d'un petit coup de pouce, comme je donne beaucoup aux enfants de maternelle. Mais ça se rattrape, en fait. Il faut se dire aussi que plus tôt on s'y prend, moins l'écart est grand et plus c'est facile de rattraper. Un enfant qui n'aime pas trop faire de la pâte à modeler, c'est sûr qu'il vaut mieux le faire avec lui quand il a 2 ans que quand il a 7 ans. Quelles sont les différences que tu fais entre ton métier en France et ton métier à Dubaï? Alors, j'ai l'impression qu'à Dubaï, mon métier est plus reconnu et plus valorisé qu'en France. D'accord. C'est vrai que je trouve que l'hôpital, toutes les professions médicales et paramédicales en France, on est quand même délaissés en termes de budget qui est alloué à la santé. Alors certes, il y a énormément d'argent, mais quand on compare en fait aux autres pays, on valorise moins en termes de salaire et aussi en termes de tout ce qu'on leur apporte. Même au niveau des structures, le fait d'avoir de belles structures, de travailler dans des bonnes conditions, d'avoir assez de personnel, ça en France, on n'en a pas assez. Alors qu'à Dubaï, on est mieux valorisé. On sent que lorsqu'on parle de notre métier, les gens sont un peu admiratifs en se disant « Waouh, tu travailles dans la santé, tu travailles avec des enfants qui ont un handicap, qui ont un autisme. » Et on est respecté, voilà, au niveau du gouvernement aussi, à Dubaï. Et je pense qu'en France, alors oui, on nous a applaudi comme on a applaudi les infirmières pendant le confinement. C'est super, mais en fait, ce dont ont besoin les professionnels de santé en France, c'est des moyens. C'est suffisamment de personnel, d'avoir des gens qui les remplacent pour qu'ils puissent aller se reposer quand c'est trop, parce qu'elles font énormément d'heures, en fait, les personnes qui travaillent dans le secteur médical en France, que ce soit à l'hôpital, que ce soit aussi dans les EHPAD, les établissements pour personnes âgées. Voilà, je pense que je veux pas faire un coup de gueule contre la France. Non, mais parce que on le fait tous, le coup de gueule contre la France. Enfin, c'est dramatique ce qui s'est passé.
Parce Donc, qu'en France, tu peux, je pense, c'est totalement légitime de le faire et voilà. Oui, pour avoir connu les deux, en tout cas, j'ai l'impression que ma profession est respectée ici et ça me fait plaisir. Ouais. Je peux exercer plus sereinement. Et après, ça a aussi des mauvais côtés. Je sais qu'en France, l'accès aux soins, il est pour tout le monde. Ici, si on n'a pas les sous, on n'a pas accès à certaines choses. Donc, il n'y a pas d'un bon pays, un mauvais pays. Il n'y a pas de pays parfait, ça c'est sûr. Mais bon, en France, je ne sais pas. Peut-être qu'on pourrait faire un effort. J'aimerais bien. En tout cas, pour que je revienne en France, je crois qu'il va falloir des changements. Tu vas m'en parler. Je l'ai su quand tu es arrivée. Et d'ailleurs, j'ai le petit cadeau devant moi, Blanc Dubaï. Oui. Tu es aussi entrepreneuse, cofondatrice de Blanc Dubaï. Et c'est un peu ce que j'ai envie de dire pour introduire. Quelle a été ta plus grande victoire et le plus grand défi auquel tu as fait face dans ce métier? Et justement, tu me disais en introduisant cet épisode en off que c'était aussi de gérer à la fois Blanc Dubaï et à la fois ton métier. Alors, si j'occulte le côté patient, parce que je veux pas trop casser un peu le secret professionnel et médical, j'ai beaucoup de victoires au quotidien et aussi un peu des défaites ou des semi-défaites avec mes patients, des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne marchent pas. Mais ma grande victoire, ça a été quand j'ai obtenu ma licence pour exercer à Dubaï, puisque c'est un long parcours administratif. Donc déjà, ça a été un gros morceau pour moi. Pour exercer en tant que psychomotricienne. Oui, exactement. J'avais déjà eu une licence en 2017 et j'en ai eu une autre récemment pour pouvoir exercer cette fois dans tout Dubaï. Donc ça, pour moi, ça a été vraiment une victoire. Et il y a aussi... C'est quel type de licence que tu as prise, du coup ? Alors, il y a 2 licences, puisqu'il y a la Free Zone Dubai Healthcare City et ensuite tout ce qui est Mainland, donc le reste de Dubaï, qui est là la licence de DHA. D'accord. Donc moi j'ai eu la chance d'obtenir les 2. Donc j'ai été très contente, très fière de moi, puisque ça a été difficile. Après j'ai été aidée, c'est pas moi toute seule. J'ai été épaulée par des personnes vivant à Dubaï. Et puis aussi, par exemple, mon organisme de formation en psychomotricité de Bordeaux qui a accepté gentiment de répondre aux mails en anglais qui provenaient des autorités médicales. Donc voilà, j'ai quand même bien été aidée. Et puis, c'était une autre victoire, c'est quand l'année dernière, au mois d'octobre, avec Manon, qui est ma collègue orthophoniste, on a décidé de lancer Blanc Dubaï, où là, on a voulu faire quelque chose pour nous. Et parce que moi, ça me manquait, en fait. Je m'étais beaucoup donnée pendant ces 3 ans-là. J'étais aussi salariée full-time dans la même clinique. Donc, j'avais donné beaucoup de mon temps et j'avais l'impression de m'épuiser un petit peu. Et après cette période de Covid, je ne sais pas, peut-être que j'ai trop réfléchi mais je me suis dit, je veux aussi faire quelque chose pour moi. Mais ça correspond. Tellement de gens se sont posé des questions pendant le Covid et pendant le confinement et qui ont lancé des projets juste après. Et j'ai hâte de voir tous ceux qui se sont lancés, qui ont eu cette envie pendant justement cette période de confinement. Mais qu'est-ce que ça va donner ? En tout cas, nous, on est très contentes avec Manon de la tournure de notre petite entreprise, qui reste une petite entreprise, mais alors on se consacre énormément à notre autre métier. Comment vous gérez du coup les deux ? Est-ce que vous avez des plages horaires Blanc Dubaï, des plages horaires votre métier ? On essaye de faire un peu au feeling. On travaille quand même 6 jours par semaine en clinique, toutes les deux. 6 jours par semaine ? Ouais. Donc pour la vie perso, la vie de famille, du coup, c'est... On s'adapte. Ouais. Ça va quand même. Par contre, là, en septembre, on va diminuer. On va repasser à 5 jours par semaine. D'accord. Et sinon, Blanc Dubaï, c'est... par exemple, hier, jusqu'à 23h, j'ai fini de préparer les précommandes. Il y a eu des week-ends qu'on a consacrés à ça. On a voulu en plus faire des marchés. Alors, on ne peut pas en faire bien souvent, comme on l'aimerait. Mais on y consacre du temps. On essaye de trouver un bon équilibre. J'ai l'impression qu'on l'a assez trouvé, même si on a un peu peut-être négligé ou on met plus de temps à faire quelque chose. De toute façon, pour Blanc Dubaï, j'imagine quelqu'un pour qui ce serait l'activité principale. Je pense qu'il serait allé beaucoup plus loin, beaucoup plus haut que nous. Ouais. Mais nous, on prend notre temps. On essaye de faire les choses bien aussi. On essaye de ne pas faire dans l'urgence. Et pour l'instant, en tout cas, ça fonctionne. On a l'impression que c'est solide. C'était ce qu'on voulait aussi, de ne pas partir tout feu, tout flamme.
de s'éteindre après 3 mois. Ouais. Non, là, j'ai l'impression qu'on a été doucement, sûrement, et ça fonctionne, et on est très contente. Et j'ai du coup trouvé un équilibre qui me plaît vraiment beaucoup avec ce métier que j'adore de psychomotricienne et quelque chose en plus pour moi où justement moi qui aime bien par exemple tout ce qui est design sur ordinateur, je me fais plaisir là-dedans et voilà, je me sens bien comme ça, je suis heureuse en tout cas. Et comment est venue l'idée de Blanc Dubaï ? Alors, j'avais pensé à ce t-shirt, c'était pendant l'été. Juillet, août, j'en discutais avec mon compagnon en fait, et puis c'était dans la piscine de nos amis où j'en ai parlé avec Manon. Je disais Manon, j'ai cette idée, mais je me vois pas faire ça toute seule. Je sens que ça va me prendre trop de temps, que je vais pas y arriver. Et puis je me connais, je suis très créative, mais des fois je suis un peu impulsive, alors que Manon est beaucoup plus calme et réfléchie que moi, et c'est pour ça qu'on s'entend bien et que notre business marche aussi parce qu'on est ensemble et qu'elle me tempère beaucoup, qu'elle me dit de faire les choses dans l'ordre, et voilà, toutes les deux, elle était là voilà, dès le début avec moi, on peut vraiment s'épauler, on a trouvé un équilibre et ça fonctionne, et on est voilà. Et le podcast n'est pas sur Blanc Dubaï, mais du coup, j'ai quand même des petites questions aussi, encore 2-3 questions, et puis je vais passer aux questions à la fin. On refera un épisode, je pense, spécial, oui, peut-être. Je pense avec Manon, parce Blanc Dubaï avec Manon. Mais moitié. Du coup, juste encore des petites questions que je voulais te poser. Le type de licence que vous avez créé pour Blanc Dubaï, c'est quoi ? C'est une licence On a une e-trading license. Voilà, ok. En fait, ça a été assez simple. Lorsqu'on a décidé de monter notre petite entreprise, on a été voir le Dubai Economics Department, qui est à Dubai Mall, qui est pas très loin. Et ils nous ont dit, il faut que vous alliez à Di Café, qui est à Jumeirah, pas très loin de la mer, où il y a toute une équipe de locaux qui en fait reçoivent les personnes comme nous qui ont un projet et les aident à trouver le bon type de licence pour leur commerce. Donc nous, on a une licence très spécifique de e-trading, de vente en ligne, et sans visa. Parce qu'en fait, on n'en a pas besoin. On a un autre travail à côté qui est du coup notre activité principale. Donc, c'est le type de licence qui nous a convenu et qui était la meilleure pour nous. Donc, ils nous ont bien conseillé. Ouais. Après, je pense que ça ne peut pas convenir à tout le monde parce qu'il y a des entrepreneurs qui ont besoin d'un visa, qui ont besoin de plus d'autorisation et de liberté. Mais pour nous, pour l'instant, ça suffit, ça nous convient. Et les étapes de fabrication, ça a été trouver des fournisseurs autour de Dubaï Oui, parce qu'on a voulu mettre en avant un petit peu la production au niveau local. Donc, on a dû essayer plusieurs fournisseurs. Ça a pris un certain temps, mais on a trouvé vraiment des super partenaires. On est trop contente à chaque fois qu'on y repense avec Manon. On s'est dit, waouh, on a trouvé quelqu'un sur qui on peut compter, parce que ça, c'est pas facile. Ouais. Et je sais que beaucoup d'entrepreneurs galèrent à ce niveau-là. C'est soit il faut tout faire soi-même, parce que déléguer, peut-être encore une fois à cause de ces différences culturelles, mais il y a certaines personnes avec qui on n'arrive pas à se comprendre et du coup ça mène à des couacs où ça arrivait nous aussi, des fois on reçoit pas la production, c'est pas du tout ce qu'on avait demandé, ou ils ont pris des libertés en se disant tiens on va faire ça se trouve ça va leur plaire, mais non en fait on vous avait demandé telle couleur, on veut telle couleur. Ouais. Donc bon, là pour l'instant on a trouvé une entreprise solide et on reste avec eux. Ouais, d'accord. Et l'idée c'est de garder les deux ou de vous consacrer uniquement à Blanc Dubaï à terme ? Non, je pense que c'est de garder les deux. Garder les deux, d'accord. J'aime vraiment trop mon métier, je me vois vraiment pas arrêter. Me vois faire ça jusqu'à la fin de mes jours. C'est vrai, c'est génial. Oui, après je sais que c'est quand même un peu physique ce qu'on fait. Mais je connais plein de psychomotriciennes qui ont fait ça jusqu'à la retraite avec les enfants. Et, c'est une passion, c'est une vocation en fait. Oui. C'est comme être un stit, comme être... c'est une vocation quoi. Ouais. Après, peut-être pas 6 jours par semaine. Ouais. On va finir par des petites questions sur Dubaï. Un souvenir marquant que tu as ici ? Je pense que c'est mon arrivée à Dubaï. Ça a vraiment été... En plus, je suis arrivée toute seule. Je suis arrivée quelques semaines avant mon compagnon.
Ouais, d'être seule, je sais pas, dans une grande ville où on connaît personne. Et j'avais été très épaulée par une psychomotricienne qui était présente à Dubaï avant moi, qui s'appelle Ruby, qui m'a beaucoup aidée dans tout le parcours de licence et aussi un petit peu la découverte du système de santé et scolaire de Dubaï. Elle m'a vraiment bien aidée, Ruby, je la remercie encore aujourd'hui pour ça. Voilà, ça a été un petit peu l'atmosphère de la ville qui m'a marquée, le fait que les choses aillent vite, que c'était complètement dépaysant. Voilà, je pense que pour moi, ça a été un des points émotionnels les plus forts où je me suis dit aussi, t'es capable de faire ça, t'es venue toute seule, sans ta famille, et tu t'en sors. Et voilà, je pense que ça amène beaucoup de confiance en soi de s'expatrier et d'arriver à aller de faire son des projet choses, professionnel, faire des choses. Bien sûr, ouais. Qu'est-ce que tu aimes à Dubaï? J'aime la tolérance ouais. à Dubaï. À chaque fois qu'on me demande, je réponds ça. J'aime l'ouverture d'esprit des gens, la rencontre avec les autres, le fait qu'il y ait une certaine tolérance et on accepte que les autres soient différents de nous. Ça, j'aime beaucoup. C'est ce qui me plaît ici, voilà, et qui me manquait peut-être avant. À quoi ressemblent tes week-ends? Alors, mon week-end d'un jour. Alors, il commence le jeudi soir, où je sors avec mes amis, où on va manger au restaurant ensemble. Ouais. Voilà, c'est toujours un moment que, je sais pas, que... Ton rituel, quoi, t'aimes bien. C'est mon rituel, on mange ensemble, on rigole, on passe un bon moment. Puis à Dubaï, on fait que manger de toute façon. Ouais, c'est vrai. Et puis après, mon vendredi, souvent je suis seule. Voilà, mon compagnon travaille les vendredis, donc je rejoins des amis, je vais à la plage ou je vais faire, je sais pas, mon shopping. J'essaye de faire une pause. C'est très rare que je travaille, que par exemple j'avance sur mes rapports. Je le fais presque jamais le vendredi, puisque je me dis il me faut absolument une coupure. Il faut un jour off, ouais. C'est clair. Même pour Blanc Dubaï, je travaille pas vraiment le vendredi sur ça. Je consacre plutôt mes matinées ou mes soirées en semaine. Et justement, tu me parlais d'adresses. Quelles sont tes meilleures adresses à Dubaï? Alors, il y a un endroit qui est très touristique que j'adore, c'est Madinat Jumeirah. Oh, moi aussi, j'aime bien. J'aime trop l'atmosphère. C'est calme, en fait. Ouais. Enfin, c'est j'adore apaisant. Je sais pas, c'est... Ouais, moi aussi, j'adore. On dirait un petit palais arabe. J'adore toujours, après 4 ans. Et j'adore le restaurant Al Makan, qui est un restaurant libanais là-bas, où je vais, mais tout le temps. Ça fera un petit clin d'œil à mon collègue et ami qui s'appelle Gabriel Rafi. Lui aussi, il adore y aller. Il me suit sur Instagram. Je vois toujours ses publications. C'est un neuropsychologue et il adore aussi Al Makan. Génial. Après, j'aime bien Courtyard à Al-Quoz. Ouais, c'est sympa, ouais. J'aime bien le restaurant Cassette, toutes les petites boutiques avec maison Clad. On a les mêmes goûts. C'est les deux endroits que j'aurais cités, je pense. C'est vrai. Ouais. Et je sais pas si tu as déjà été au théâtre aussi. Non, pas encore. Alors, je crois que c'était les mercredis ou mardis soirs. Il y a en fait des matchs d'impro. Ah, trop bien. Du coup, on peut être dans on participe pas, hein, c'est des professionnels et amateurs qui participent, où en fait, il y a comme 2 metteurs en scène qui leur donnent des situations et ensuite, eux-mêmes doivent créer une histoire. Trop bien. C'est où? Ça s'appelle comment? Alors, c'est vraiment le petit théâtre à Courtyard. Ok. Oui. Et l'équipe est vraiment tous les sympa. soirs Je pense que ça dépend, ça doit pas être la même chose tous les soirs. Ouais. Donc, le match d'impro, ça doit être le mercredi. Et à la fin, le public doit voter pour... C'est en anglais? Oui, par contre, c'est en anglais. Tout ça en anglais, ouais. Il y a une partie, je pense, des filles qui gèrent... je pense qu'il y a une Canadienne, il y en a quelques-uns qui parlent français. Mais non, tous les shows, tout est en anglais. D'accord. Qu'est-ce que tu aimes le moins ou qui te surprend à Dubaï? Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est une question qui a été dure pour moi. J'ai même envoyé un message à une copine en me disant « Mais qu'est-ce que tu répondrais, toi ?» Parce qu'il y a des points négatifs à Dubaï, c'est vrai, mais ça s'explique, c'est normal. Tout ne peut pas être parfait. Ce que j'aime le moins, c'est justement le fait que si on n'a pas beaucoup de moyens financiers, on n'a pas accès à tous les soins auxquels on devrait avoir droit normalement. Et c'est vrai que j'ai vu des situations de familles où malheureusement, parce qu'ils ne peuvent pas soigner leur enfant, parce qu'ils ne peuvent pas donner tout l'accompagnement nécessaire
au niveau des suivis, des rééducations. C'est des familles qui doivent retourner dans leur pays d'origine. Donc, c'est vrai que ça, je trouve ça un peu dommage. Mais je comprends aussi, ça s'explique. Pour qu'il y ait des très bons soins à Dubaï, il faut y mettre le prix. Oui, c'est vrai. Et ce n'est pas le gouvernement qui va financer ça. Il finance tout pour les personnes locales, pour leur population à eux, mais ils ne peuvent pas accueillir tous les expatriés et offrir ça à tous les expatriés qui arrivent. Donc, c'est vrai que ça, c'est un petit point négatif. Et parce que je le vois dans mon métier, je vois des familles qui sont obligées de rentrer, qui sont obligées peut-être d'abandonner leur rêve professionnel parce que pour leur enfant, c'est pas possible de rester ici et de continuer avec tout le parcours médical qui est très coûteux. C'est une question que j'ai rajoutée, mais parce que sur mon podcast maintenant, j'appelle ça les pépites. Quelle est ta pépite à Dubaï? Alors ça peut être une adresse, ça peut être un artiste, un aliment, un quartier, quelque chose en fait qui casse les clichés qu'on a sur Dubaï et qui est ton truc. Alors ça peut être, par exemple, la précédente pépite, c'était un quartier, Al Barari, qui est quand même assez éco-responsable et qu'on ne soupçonne pas forcément ici dans la région. Donc il y a un truc, une pépite. Alors, j'ai eu cette impression-là cette année quand je suis allée au centre équestre Fouroussia et que du coup j'ai rencontré la monitrice qui s'y est installée. J'ai eu l'impression que c'était un peu une pépite cet endroit-là. Je m'y suis sentie bien. Malheureusement, je peux pas y aller de manière régulière et puis là il fait super chaud. Parce que tu fais du cheval, c'est ça? J'en faisais en France et du coup j'ai repris. Ouais. Après, j'ai eu beaucoup trop de patients, j'ai dû mettre ça en pause, mais c'est sûr, en septembre, j'y retourne, je vais réserver une matinée pour faire ça, parce que j'ai trouvé ça, je sais pas. Il y a plusieurs centres équestres à Dubaï. Certains ont un petit côté très propre, un peu bling, mais c'est pas du tout le cas à Fouroussia. Et je pense que je recommanderais ça. Ok, trop bien. Et dernière question, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous écoutent et qui tournent en rond dans leur expatriation? Alors, le conseil de la psychomote, c'est de se poser, de réfléchir, parce que les réponses souvent à nos soucis, on les trouve en se recentrant sur soi-même et en faisant le point aussi. C'est super important de demander des conseils autour de soi et d'écouter l'avis des autres, mais se recentrer et savoir mais qu'est-ce qu'on veut vraiment, pourquoi cette situation-là ne nous plaît pas, qu'est-ce qu'on aimerait changer. Je pense que c'est ce qui peut aider. Et puis après, ne pas avoir peur de se lancer. Il faut prendre des risques. On en a pris, nous aussi, je pense, avec Manon et Blanc Dubaï. Il faut se lancer et si ça ne marche pas, c'est pas grave, on aura quand même appris quelque chose. Merci beaucoup. De rien. Merci à toi de m'avoir accueillie, c'était super sympa. Avec plaisir. Merci beaucoup.